Hello à tous. Aujourd'hui, c'est la joie. Vraiment, je suis en joie. Je suis dans la joie. Une joie bien immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie bien immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie bien immense. Je suis dans l'émotion, car mon Dieu m'a libéré. Mon papa est fidèle. Oui, je vous rassure que Dieu est fidèle et il ne laisse jamais, jamais, jamais ses enfants. Et il existe. Vraiment, aujourd'hui, si je vous parle, si aujourd'hui je prends ma bouche, vous me voyez en vie, vous me voyez en bonne santé, c'est grâce à Dieu. Vraiment, et grâce à son Fils qu'il a mis à côté de moi. Et son amour est fidèle, fidèle, fidèle. Chers parents, chers compatriotes français, africains, ce soir, je veux vous dire, je vous salue. Je veux vous saluer au nom du Christ. Au nom de Jésus, je vous salue. Ce témoignage que je vais vous faire, c'est un témoignage qui est poignardant. Pas très poignardant, mais c'est pour vous témoigner que derrière une épreuve, il y a toujours Dieu qui est là. Oui, c'est ma foi aujourd'hui qui me permet de parler, vraiment. Je ne savais pas qu'un jour j'allais pouvoir parler. Toujours je parle que je vais parler sur les réseaux. Je vais faire une vidéo, mais je n'ai pas encore eu cette force de faire. C'est seulement parce que le jour n'y était pas venu. Et quand le jour, chaque chose en son temps dans la Bible, chaque chose en son temps avec le Christ. Si je vous parle, ce n'est pas une... Ce que je vis, ce n'est pas une histoire qu'on raconte. Non, ce n'est pas une histoire qu'on raconte que je vous raconte. C'est un fait qui existe et que je subis et que je subis encore. C'est un fait. Et si je tiens encore, je vous le dis, c'est grâce à Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, c'est grâce à lui. Sinon aujourd'hui, j'aurais fait comme tout. Je me serais peut-être tué. J'aurais pris peut-être un couteau. Je me serais laissé écraser par les voitures. Vous comprenez? Je me serais couché pour dire, oh là là, vous comprenez? Mais j'ai mis ma foi et ma confiance en Dieu. J'ai mis ma confiance en son Fils. Et aujourd'hui, si je vous parle, c'est parce qu'il permet que je vous parle. Voilà. Donc, je vous dis, là, je viens juste de la manif, comme vous voyez, pédocriminalité, placement abusif. Voilà, je viens juste de rentrer là. Et cette manif, elle s'est passée dans la ville de Clermont-Ferrand. Voilà, et je suis une Clermontoise. Voilà, bon, je vais vous expliquer mon histoire. Je vais vous raconter mon histoire. Une histoire à travers la foi chrétienne, à travers ma foi en Christ. Tout s'est passé le 28 août. Vous savez, je vivais avec mon, mon premier homme allait me chercher en Afrique. Ils m'ont emmené, on s'est mariés, tout. Et nous sommes arrivés en France, malheureusement. Bon, c'est pas ce que je croyais de lui. Et ça m'a emmené au divorce. Bon. Après cela, j'ai rencontré le père de mes deux enfants. C'est pour vous distinguer des choses parce que c'est deux affaires différentes, mais qui sont
propre à une mère. Et donc, mes 2 enfants sont issus d'un autre père. Voilà. Je vais vous... sont issus d'un autre père. Ce qui se passe, c'est que ces parents, je les ai acceptés comme mes parents. Je les ai prises vraiment comme mes parents, comme on fait dans ma famille. Mes parents ont toujours fait pour me montrer. Je les ai acceptés tels qu'ils sont, tels qu'ils m'ont prise pour leur fille. Et partout où on part, ils sont derrière nous. Le père de mes enfants, c'est un homme à la base. Normalement, c'est quelqu'un à la base. Comme on dit, il est le jupon de sa mère. Voilà. Le jupon de sa mère, vous comprenez bien. C'est quelqu'un qui n'a pas coupé les liens maternels. On appelle le jupon de la mère. Bon, maintenant, le truc c'est que pendant les vacances d'août 2017, nous sommes partis à Confolens, dans un camping à Confolens pour les vacances. Et ses parents ont voulu nous suivre. Et comme son fils, le père des enfants, c'est un jupon, il n'a pas osé dire à ses parents, laissez-nous tranquilles, on va faire nos vacances en famille avec les enfants. Vous avez été avec nous tout le mois de juillet, laissez-nous, on va aller au moins faire un peu notre vie jusqu'à ce que les parents nous suivent dans le camping. Et c'était une amie qui nous avait donné ce camping. Voilà. Et donc, on est parti. Les choses se sont passées comme je ne le croyais pas. Voilà. J'avais pensé que, voilà, j'ai dit, bon, ils sont là. Voilà, il n'a pas pu parler. Voilà, bon, j'accepte et je vais faire avec. J'ai arrivé là-bas, j'étais devenue, comme, vous savez, j'étais devenue la boniche. Ou la bonne, comme on dit chez nous, la bonne. Je devais tout faire. Et m'occuper des enfants et les emmener au lac pour les faire jouer. Et on me dit, oui, Madame Nadège, on arrive. Quand ils arrivent, quand ils disent qu'ils vont arriver, il est 18h, je suis montée avec les enfants pour les laver. Et on me demande après, oui, qu'est-ce qu'on va manger? Donc, voilà un peu ce que je vivais dans ce camping. Et même pour aller acheter du pain, il devait se lever à 3 pour aller chercher du pain à la boulangerie. Et là, j'en pouvais plus. C'était la dernière semaine du mois d'août. J'en pouvais plus. Et donc alors, je dis, bon, ok, moi, ça, je suis à 1 semaine de la rentrée. J'ai un salon de coiffure. Ça encore, c'est une autre chose. J'ai un salon de coiffure. Je suis diplômée de l'État français. J'ai un BP, le brevet professionnel de coiffure. Je suis agréée pour les perruques médicales. J'espère que vous comprenez ce qu'est une perruque médicale. Donc voilà, pour la prothèse capillaire. Donc pour faire ça, il faut avoir un diplôme en France. Il faut être diplômé de l'État pour pouvoir ouvrir déjà un salon de coiffeuse visagiste coloriste en France. Je travaille avec des grandes marques. Je suis bien connue. Dans la ville de Clermont-Ferrand, non. Je vous dis, je peux vous montrer aussi mon diplôme, mais plus tard, vous pourrez le voir sur ma page Facebook que j'ai créée, qu'on appelle Justice Vérité. Et je vais vous expliquer l'histoire de ce site plus tard. Vous allez bien comprendre pourquoi aujourd'hui il s'appelle Justice Vérité. Et donc, je reviens à l'histoire. On était dans le camping et donc moi j'ai décidé de rentrer avec les enfants pour finir ma semaine des vacances pour pouvoir attaquer la rentrée parce que j'avais des fichiers à faire. Je devais faire l'annonce aussi sur la page du salon pour dire bon, c'est la rentrée, voilà, venez. Je devais faire aussi cette annonce sur la page du salon
Donc, moi, je suis rentrée. Et dans la nuit du 28 août, du 25 août au 24 août, je me suis on va dire, frapper, pas frapper, mais je me suis fait agresser verbalement devant mes enfants en pleurs par ma belle famille. Et ce n'est pas des blagues, oui. La belle-mère, la mère de mon truc, me tenait par la main, me serrait par la main, tandis que mes enfants pleuraient. Et le père, il disait, connasse, que c'est cela. Tu vas voir ce qu'on va te montrer. Voilà, tu vas voir. Et donc, c'est les cris des enfants. Et moi, comme je pleurais, j'étais seule. C'est les cris qui ont alerté un monsieur du social qui était dans le camping et qui est venu à notre secours, et moi et mes enfants, et qui a dit, laissez-la tranquille, cette dame avec ses enfants. Laissez-la dormir, parce que les parents et lui me disaient, pars, quitte-la, pars, vas-y, pars. Tu prends tes affaires, tu mets dans les sacs. J'ai fait mes affaires dans les sacs poubelles. Ils m'ont dit, oui, tu pars parce que non, je t'accompagne pas. La voiture, c'est pas toi. Ma valise, c'est à moi. Tu te débrouilles, tu pars. Voilà, je devais partir dans la nuit, vous voyez, voilà. Et donc, le monsieur est venu, il a dit non, vous la laissez tranquille, cette femme. Vous la laissez dormir avec les enfants et demain, elle s'en ira. Il faudra la laisser tranquille. Sinon, je vais intervenir, mais avec la police et ce qu'il faut. Donc, je vous dis, je suis du social, vous la laissez tranquille dormir. Et donc, le lendemain, c'est comme ça, moi et mes enfants, on s'est couchés et ils nous ont laissés. Et donc, le lendemain, je me suis levée et j'ai dit, bon, je pars. J'appelais des amis pour voir s'ils pouvaient venir me chercher. Donc, je n'ai pas trouvé. Et j'ai dit, bon, ok, ben, je vais partir, je vais prendre un taxi, je vais truc. Et le père des enfants qui arrive et qui dit, tu pars avec ta grande fille, Avra, et tu laisses les deux autres. Je dis, ah non, moi, j'ai 3 enfants, je n'ai pas 2 enfants, j'ai 3 enfants. Et donc, si je pars avec mes 3 enfants. Et donc, je me suis levée, j'ai dit, comme c'est comme ça, j'ai pas envie d'avoir du sang ici, je vais appeler la police pour pouvoir rentrer tranquille avec mes enfants. Et donc, j'ai appelé la police de Confoulan et ils sont venus. 5 à 10 minutes plus tard, ils étaient sur les lieux. Et ils m'ont demandé, madame, tout est prêt? J'ai dit oui. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée. Et quand il a vu la police, il a nié en plus devant la police. Il a dit oui, c'est une dispute de couple. Et moi, je l'ai su un peu plus tard quand il a dit ça. Parce que c'est après, moi, j'ai pris les affaires, je suis partie à l'accueil pour pouvoir appeler le taxi, tout ça, parce qu'ils attendaient. Mais lui, derrière, il racontait que c'était une dispute de couple, que ce n'est rien, que lui, il me propose de rentrer, même de m'accompagner. Je dis, mais c'est derrière, après, que j'ai vu les rapports de la police qui a dit ça, que monsieur avait proposé à madame de rentrer, et madame, elle a dit non, elle prend un taxi, que c'était une dispute de couple. Donc, vous voyez jusqu'où ce personnage est capable d'arriver. Donc, et il a dit à ses amis, et déjà même le soir, ils avaient déjà dit que moi, je vais voir ce qu'ils sont capables de faire, que je vais voir, que je n'ai rien vu encore, je vais voir. Et oui, ce qu'ils étaient trucs, c'était le lendemain. Dès que je suis rentrée, je n'ai même pas eu le temps d'arriver à la maison que j'ai eu un appel de l'ANEF, Madame Carsunac, qui m'appelle pour me dire, oui, Madame Rimer, j'arrive à votre domicile, je suis là dans 5 minutes. J'ai dit, pardon, mais je viens juste d'arriver, j'allais vous appeler pour vous expliquer les faire et voilà, s'il faut, je vais porter une plainte, tout ça. Que je viens juste d'arriver, les enfants, on va chercher à manger, tout ça, je viens juste d'arriver, les enfants. Elle dit, c'est très bien, attendez-moi chez vous avant de rentrer, attendez-moi avant de rentrer. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur, il a appelé Madame Kassenac de la Nef pour lui dire que
moi je veux partir dans la nuit et que mes 3 enfants ont un passeport ivoirien, que moi je veux partir, que mes 3 enfants ont un passeport ivoirien. Écoutez, au jour d'aujourd'hui, je vous parle, aucun de mes enfants n'a un passeport ivoirien. Aucun d'eux, aucun n'a un passeport ivoirien. Mon fils Mathéo n'est même pas enregistré à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour dire qu'il aura un passeport ivoirien. Ma fille Maëlys, déjà, il faut que déjà les passeports soient établis, donc c'est pour lui dire qu'aucun n'a un passeport ivoirien. Ma grande fille Avra, aucun de mes enfants n'a été en Côte d'Ivoire, aucun d'eux n'a vu mon père, aucun d'eux n'a eu le sol de l'Afrique. Ma fille, elle est née en 2008. La dernière fois que je suis allée en Côte d'Ivoire, je suis allée pour enterrer ma grand-mère, paix à son âme, en 2013. Et je suis rentrée. Et je suis allée 4 jours et je suis rentrée. Donc, voyez, on m'empêche d'aller chez moi. J'ai eu 1 an d'interdiction de rentrer chez moi avec mes enfants. 1 an. 1 an d'interdiction, c'est dans les jugements, je peux vous les montrer, mais plus tard, j'ai eu 1 an d'interdiction. Sur ma fille, ma grande fille, 1 an d'interdiction. Donc, là, ça s'est passé. On arrive après. Elle me dit, oui, Madame Rimer, elle arrive chez moi, Madame Kassunak de la Nef, elle arrive chez moi. Et elle me dit, Madame Rimer, je dois vous prendre vos enfants pour les placer. Je dois prendre vos enfants sont en danger chez vous. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mes enfants ne peuvent pas être en danger chez moi. Mes enfants, mais qu'est-ce qu'il y a pour qu'ils soient en danger? Là, je suis avec eux dans la maison, ils sont en danger comment? Non, de toutes les façons, vos enfants sont en danger. Moi, je dois les prendre, les placer. Ah, écoutez, les enfants sont en danger. Mais elle m'a pris ce que ma grande fille, Avra, elle dit, je la place, je l'emmène chez son père. Et dans mes bras, elle me l'a arrachée dans mes bras en sanglots, cette fille. Elle avait 6 ans à l'époque. Elle pleurait à toute allure. Elle me l'a arrachée dans les bras. C'est pas des blagues, je vous dis, elle me l'a arrachée dans les bras. Elle m'a arrachée. Elle dit, le lundi, c'était le vendredi, elle me l'a prise. Elle m'a dit, le lundi, vous venez dans mon bureau. Donc, moi, j'ignorais ce qui allait se passer. Et donc, j'arrive dans le bureau. Le lundi, avec les 2 autres, elle me dit, venez vous asseoir avec sa compatriote. Oui, Madame Rimer, tout le monde dit, la crèche dit, les médecins disent, tout le monde dit que vos enfants manquent d'affection. Tout le monde dit que manque d'affection maternelle. Hein? Il dit, mais c'est pas possible. C'est quoi ces conneries? Ouais, mais de toutes les façons, vous n'avez rien à comprendre. Aujourd'hui, on place vos enfants. Vous n'avez rien à comprendre. C'est comme ça, on vous prend vos enfants, vous n'avez pas le choix. Je dis, mais c'est quoi ces conneries là? C'est une blague? Je lui ai dit, mais attendez, mais mon fils qui est au sein maternel là, lui là, il a 6 mois, il tête là. Lui, il est innocent dans tout ça. Maëlys, elle a perdu de poids, elle est en sous-poids. Moi, je ne suis pas grosse, hein. Regardez ma forme. Vous voyez? Vous voyez mon bras? Je ne suis pas grosse. C'est de nature, c'est de famille ça. Je ne suis pas grosse, dans ma famille, on n'est pas grosse. Vous voyez mon père aussi, vous allez tout comprendre que, comme on dit, je ne fais rien pour rien. Donc, voilà. Donc, ma fille, j'arrive, je suis à la Nef, on me dit oui. Donc déjà, ça s'est passé. Oui, les médecins disent, tout le monde dit, aucun n'a dit quelque chose. Mais c'est ce qu'on m'a dit. J'ai dit, mais mon fils, il tête. De toutes les façons, vous n'avez pas le choix. Vous avez, à 14 heures, on prend vos enfants. Vous n'avez pas le choix. Vous devez pas. On place vos enfants. Moi aussi, c'est ce qu'on m'a dit. Je dis, ben, c'est pas possible. On peut pas placer mes enfants. Et moi, normalement, on devait placer vos enfants avec vous. Mais il n'y a pas de place pour vous au centre de l'enfance. Il n'y a pas de place pour vous. Mais on aimerait que vous coopérez avec nous. J'ai dit, quoi? Vous aimeriez que moi, je coopère avec vous pour que vous preniez mes enfants pour les placer. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible là. J'ai dit, mais attendez, oh. Qu'est-ce que moi j'ai pour ne pas garder mes enfants? Ah, mais je comprends rien là. Le père, il vivait dans un camping, dans la caravane. Moi, j'avais
j'étais dans l'appartement et il avait le double des clés de l'appartement. Il avait droit et accès à l'appartement. Il a fait croire à la nef que moi, Nadège, que moi, je l'empêchais de rentrer dans l'appartement. Et ça, c'est un mensonge parce que non, il devait rendre les clés de l'appartement au fils, ce qu'il a fait avant son départ. Donc, pour qu'on me dise que moi, je l'empêche de rentrer, alors là, il va falloir maintenant qu'il le justifie. Ça, c'est une chose. Et donc, la nef, elle ne me dit pas où se trouvent mes enfants parce que moi, je lui dis, moi, je ne peux pas coopérer à ce genre de truc parce que moi, mon fils, il texte. Il est sur allaitement. Elle me dit, oui, Madame Rimet, il faut partez voir Restin, ils vont vous donner un médicament pour couper l'allaitement. Voilà ce qu'elle m'a raconté. Je dis, mais c'est pas possible là, je rêve ou quoi, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. De toutes les façons, nous, on vient chercher vos enfants. Vous avez jusqu'à 14 heures parce qu'à 14 heures, on arrive pour chercher. Partez, si vous voulez, vous rentrer avec eux et on arrive pour les chercher. Il était 13h35 par là, 13h30 quand elle m'a dit. Moi, je suis déjà à 15 à 30 minutes de chez moi. Il dit, mais vous vous foutez de ma gueule. J'aurai même pas le temps d'arriver chez moi que vous serez quoi. C'est n'importe quoi là. Je dis, ben, je suis là avec eux. Pourquoi vous ne les prenez pas en même temps? Je suis là. Ah, je suis là. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de prendre? Je suis là. Donc, ça m'a tellement truc que elle m'a dit oui, il faudra que vous préparez les affaires des enfants, tout ça. Je dis, bon, écoutez, je ne vais pas préparer les affaires. Et je suis partie. C'est comme ça, j'ai quitté le local, mais je pensais que j'étais dans un, je dis, mais c'est un rêve, c'est un cauchemar, là. J'étais à un, il y avait une voiture qui passait devant moi. J'ai dit, non, Nadège, je crois que tu vas t'allonger sur la route. La voiture va te prendre. Nous n'aurons même pas le temps de passer chez toi pour prendre une voiture pour prendre les affaires qui vont entendre que Madame Rimer, elle se trouve hospitalisée. Donc, je suis même pas, elles sont venues chercher les affaires des enfants. J'ai rien fait, j'ai rien préparé, j'ai rien fait. Je suis rentrée, elles m'ont suivi, elles sont venues, elles ont pris les affaires et elles sont parties. Même pas elles m'ont dit où se trouvent mes enfants, elles ne m'ont rien dit. Et je venais juste d'allaiter mon fils, le sein droit. Et donc j'avais le sein gauche qui était engorgé de lait. Engorgé de lait, je vous dis, qui était prêt à claquer. Prêt à claquer. Et ces femmes m'ont dit, partez voir Estin, c'est le CHU Estin qui s'occupe des enfants, la maternité, pour qu'il vous donne un médicament pour couper le lait que vous avez dans vos seins. Je dis non, c'est une blague. Donc, elles ne m'ont rien dit. J'ai été voir une amie qui m'a dit, Nadège, écoute, moi, j'ai subi ça. Je sais où sont tes enfants. Parce que je suis arrivée, repartie à la nef, c'était fermé. Il n'y avait rien, personne. Elle m'a dit, Nadège, ne t'inquiète pas, je sais où sont tes enfants. Appelle-les et tu leur diras que tes enfants sont avec eux, que tu aimerais bien voir ton fils pour vous donner un thé, tout ça. Donc, quand j'ai appelé le responsable, le directeur, je suis tombée sur lui. Il m'a dit, oui, vos enfants sont là. Vos enfants sont ici. J'ai dit, ok, j'arrive. Bon, il ne croyait pas que j'allais arriver, mais je suis partie. Je suis partie et je lui ai dit, je veux voir mon fils. Parce que j'ai le sein qui est très rempli de lait. Je veux voir mon fils pour lui donner à téter. Il m'a dit, non, on n'a pas le droit de vous laisser voir votre enfant parce qu'on a une ordonnance du juge comme quoi votre enfant doit être ici et que vous n'avez pas le droit de voir votre enfant et qu'on doit le sévrer pendant 24 heures. J'ai dit, quoi? Vous allez sévrer mon enfant pendant 24 heures. Il dit, mais c'est horrible, c'est diable. Il dit, mais c'est pas possible. Vous allez me donner mon enfant, je veux au moins l'allaiter. Il dit, ah non, c'est pas possible. Partez. Je dis, ah non, je pars pas. Tant que vous me donnez pas mon fils pour l'allaiter, je ne bouge pas. J'ai dormi, je me suis allongée sur la route, dans la place du CDF. C'est l'ancienne DAS, c'est la DAS. Je me suis allongée sur la route, j'étais carrément dans le centre et j'étais à l'entrée et j'ai dit, tant que je n'ai pas mes enfants, je ne quitte pas, je vais dormir là.
Et le vigile est venu après, il dit, madame, regardez-le, il faut rentrer parce que moi, je ne peux pas vous laisser. J'ai dit, donnez-moi mes enfants, je vais l'allaiter. Non, 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 on tente déjà que mon fils va être sévré 24 heures. C'est des diables. Vraiment. Et donc, j'ai dit, bon, allez, je vais voir Estin. Je vais à Estin, j'explique ça aux médecins qui m'ont vu parce que j'étais très troublée. Je n'arrivais pas à croire qu'on pouvait sévrer un bébé. Quand on arrache un bébé au sein de sa mère et on dit oui, c'est sur ordonnance des juges et donc vos enfants seront sévrés pendant 24 heures. Vraiment ça? J'ai même proposé de tirer mon lait et de donner. Non, 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 on ne peut pas prendre, on n'a pas de disponibilité, nous, pour prendre le sein et le lait des parents, on n'a pas ça. Qu'on doit laisser votre fils sévrer pendant 24 heures. J'ai dit horrible, horrible, horrible. Et donc, je suis allée voir Estin. Les médecins, quand ils ont entendu ça, ils m'ont fait un mot, une analyse, voilà, pour me dire, ils m'ont envoyé un mot, j'ai le papier du médecin d'Estin, qui est à la date du 28 août, qui dit sévrage brutal interdit. Et donc, ils m'ont dit, on va vous libérer, on va vous essayer de vous détendre le sein, on va vous donner, on va vous prescrire un tire-lait, tout pour libérer le lait. Voilà. Donc, ils m'ont prescrit un tire-lait. Je vous dis, je suis arrivée à la maison. Je n'ai pas pu aller à la pharmacie. J'étais dépassée par les faits. J'étais horriblement abasourdie. Il était, je crois, 1h, 2h du matin quand je suis rentrée chez moi. Et je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la nuit, mais je vous rassure que le sein qui était engorgé, je me suis levée le matin, je n'avais plus de lait dans mes seins. Mon sein était vide. Je n'ai pas eu le temps d'aller chercher un tire-lait, je vous dis. Mon sein, il était vide. Et donc, je dis, ben, ça ne sert à rien d'aller prendre un tire-lait. Ça ne sert à rien, le sein, il est vide. Mais je n'ai pas cherché à comprendre quelque chose. Mais j'ai dit, oh, tellement j'étais choquée. J'ai plus le lait dans le sein. Tant mieux. Bon, allez. Je dis, bon, je vais prendre rendez-vous chez le médecin pour aller lui expliquer. Parce que mon médecin, vraiment, je tire mon chapeau, je lui dis hommage. Vraiment, je lui dis merci. Parce que jusque-là, par rapport à ce que j'entends des médecins, des gens qui subissent ces genres de trucs, les médecins sont complices. Et je vous rassure que jusqu'à ce jour, je vous parle, mon médecin m'a toujours soutenu. Certes, elle ne manifeste pas, elle ne parle pas, elle reste discrète, mais je vous le dis, mon médecin m'a toujours soutenu. Voilà, mais pour vous dire, tous les médecins ne sont pas pareils. Mon médecin, elle m'a toujours soutenue. Elle m'a toujours demandé comment ça va. Elle ne me comprend pas, mais bon, toujours demandé comment ça va. Et quand j'ai besoin, elle est là. Et donc, je suis allée voir le médecin. Elle m'occupe, elle regarde. Elle dit, ah, il y a une boule là, je sens, mais ne vous inquiétez pas, elle va partir. Ça ne l'inquiète pas, elle va partir. Je dis, bon, si ça ne vous inquiète pas, bon. Bon, moi, tant que ça ne vous inquiète pas, c'est que tout est bon. OK. Donc, je reviens plus tard dans les études médicales, je ne suis pas bien, je vais la revoir. Hop, elle refait encore l'examen, elle revoit comme des examens normaux, quoi. J'appelle, quand je ne suis pas bien, ben, quand j'ai pas quand je ne suis pas bien, mais si par exemple j'ai mal de gorge, si je suis pas, quand on n'est pas bien, on va voir le médecin. Ben, moi, c'est pas parce que c'est pas une toute de dépression de quoi, non, c'est des mois plus tard que je suis allée la voir. Pour que vous puissiez bien comprendre, c'est des mois plus tard que je suis allée la voir. Et le médecin, ben, à chaque fois, elle constatait la boule. Et je dis, ben, dans ce cas, docteur, moi, j'aimerais bien approfondir pour voir c'est quoi cette boule parce que, voilà, moi, je ne vais pas en sortir avec quelque chose. Donc, elle dit, bon, allez, je vous emmène chez le gynéco. Moi, j'appelle mon gynéco qui me suit d'habitude, qui m'a suivi pour les enfants, qui est à Estin. Et elle fait le même examen, elle constate la boule. Elle dit, écoutez, ça ne m'inquiète pas, elle est tout petite,
elle va partir. Mais elle me redonne encore un autre rendez-vous dans 3-4 mois pour voir où c'en est. Et donc, elle prend, elle me truc, mais elle voit que la boule, dans 3-4 mois, la boule est toujours là. Elle dit, écoutez, je vous revenez. Deuxième rendez-vous, c'était pareil. Et le troisième, elle a dit non. Écoutez, je vous emmène voir un spécialiste qui va voir si c'est préférable de l'enlever ou pas. Mais je vous emmène voir un spécialiste. J'ai dit ok, il n'y a aucun souci. Moi, ça me convient. Donc, on va voir le spécialiste. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il fait l'échographie. Il me dit, Madame Rimer, vous avez un kyste. J'ai dit, quoi? Le médecin, mon gynéco m'avait déjà prévenu. Elle m'a dit, au fait, c'est une boule. C'est une boule calcifiée. Bon, la boule calcifiée, elle a vu à l'écho. Elle a vu, c'est instinct. Quand ils ont fait l'échographie, ils ont vu que c'était une boule calcifiée. C'est instinct qu'ils ont vu ça, que c'était une boule calcifiée. Voilà. Et donc, la dame, elle voit qui ressemblait à un grain de riz. Et donc, cette boule calcifiée, et donc quand j'ai demandé mais c'est quoi, elle m'a dit ben cette boule là, elle risque de se transformer. Si on ne fait rien, elle risque de se transformer. Non, c'est le spécialiste qui m'a dit si on ne fait rien, elle risque de se transformer en kyste. Non, c'est le médecin gynéco. Elle risque de se transformer en kyste. Et si on ne touche pas au kyste, elle peut se transformer en cancer. Je dis, hein. Après, je dis, bon, elle dit, ben, de toute façon, ben, on n'est pas à ce stade parce qu'elle va disparaître. Donc, c'est après les consultes qu'elle a vu que ça ne parle pas, qu'elle m'a envoyé voir le spécialiste. Et donc, chez le spécialiste, il fait l'échographie et il me dit, ah, Madame Rimet, la boule, au fait, c'est un kyste. Il dit, oula, si c'est un kyste, vaut mieux l'enlever parce que je n'ai pas envie d'arriver au stade du cancer. Voilà, j'étais déjà prévenue en avance. Et donc, il a procédé au rendez-vous, on a pris un rendez-vous pour enlever. Et aujourd'hui, je n'ai plus cette boule-là dans les seins, mais j'ai la cicatrice qui est là. Et donc, je vais toujours me souvenir de cet acte, de ces crimes pour mes enfants. Bon, maintenant, après, il y a une audience qui s'est passée. On m'envoie, je vais pour l'audience de ma grande fille. Et à l'audience, on me dit, moi, je fais des conflits au père. Ça fait depuis 2013, on a divorcé. Moi, je fais des conflits au père, alors que il vit chez lui, je suis chez moi et je défends mon droit de mère qui me prive de voir mes enfants au travers de la nef. Parce que ce monsieur-là, ça c'est le père de ma grande fille. Il a scanné ma page Facebook pour l'emmener au tribunal. Et moi, dedans, je suis passée en anonyme, comme si c'était une amie qui venait me raconter un fait, comme quoi elle avait subi un avortement. Au tribunal, on lui avait dit d'avorter et voilà, donc c'est moi qui avais subi ça. Au tribunal, on m'avait dit d'avorter, j'ai refusé d'avorter. Et donc, j'aimerais savoir si c'était normal qu'un juge dise à une maman d'avorter. C'était mon fils là, que je l'avais au ventre à 6 mois. On m'a demandé de l'avorter. Il était dans mon ventre. Et donc, comme j'ai refusé d'avorter, ils attendaient que j'ai accouché pour venir le rechercher. C'était déjà prévu dans leur scénario. Donc, voilà. Et donc, ce monsieur-là, le père de ma grande fille, il a scanné ma page Facebook à l'époque et il allait leur donner. Voilà, tranquille. Et ce monsieur, aujourd'hui, il est protégé par le tribunal, par tout ce que vous savez. Il est protégé par ça. Donc, l'ANEF le protégeait. Pendant l'audience, sa copine était enceinte de 4 mois. Et l'ANEF a dit, il faut vous taire, sinon ils vont coller une AMO à
à votre enfant dans le ventre. Et donc, rien n'a été dit. Ce monsieur, il était protégé. Là, c'est tout ce que je sais, qu'il était protégé. Il a envoyé ma page Facebook au tribunal parce que mon avocat m'a signalé que c'est lui qui l'a fait. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a dit, moi, j'ai fait conflit à ce monsieur. J'avais acheté un portable pour ma grande fille. Ce portable, on m'a pris le portable aux mains et on me l'a jeté sur mon visage pour me dire, elle n'a pas le droit à un portable, elle est trop enfant, elle avait 10 ans, elle n'a pas le droit à un portable. La TISF, dedans, il y en a qui sont bien gentils et il y a une à qui je fais vraiment hommage et je lui dis merci, elle se connaît. Mais par contre, il y en a aussi dedans qui montent la tête des enfants. Et c'était le cas pour ma grande fille. On lui montait la tête, ce qui fait que avant de lui dire, quand je lui dis un truc, avant d'obéir à ce que je lui dis ou de faire, elle doit demander l'avis de la TISF avant de dire oui ou non à sa mère. Et ça, je vous rassure que c'est gros devoir. Vraiment. Et maintenant, après, il y a eu l'audience qui est passée et on m'a dit oui, madame, moi je fais des conflits au père. Et vu que je fais les conflits au père, alors que je défendais mon droit de mère, ce monsieur me prive de voir ma fille au travers de la nef. Il me prive des rendez-vous parentaux à l'école. Et je vous dis, ma fille devait se faire hospitaliser pour son pied. Elle devait se faire opérer. Les rendez-vous, les consultations des parents. Je n'ai jamais été à une consultation parce que j'ai rien reçu et il privait toutes les consultations. Voilà. Je n'ai été à aucune consultation parce que je ne savais jamais qu'il y avait une consultation. Je ne savais même pas que ma fille devait voir un médecin. Voyez, jusqu'au jour où ma fille devait se faire opérer, la veille, ce monsieur m'envoie un mail pour me dire, oui, elle va se faire opérer le lundi. Donc moi, le dimanche, je rentre dans ma boîte email, je vois ça, je dis, ah bon? Ah ben dis donc, depuis quand en France ici, on fait des opérations sans prévenir les parents, la mère, tout et tout. Eh ben ma foi, il dit, bon, ok, bon, c'est à quelle heure? Il ne répond pas. Je dis, ok, dimanche, il était 17h. Je dis, bon, je vais rappeler. Je vais envoyer un message sur son téléphone pour voir. Je l'appelle, il ne répond pas. J'envoie un message, il ne répond pas. Je dis, ok, comme j'avais des médecins qui connaissent au moins leur rôle et qui sont bien, voilà, c'est les examens qu'on m'avait emmenés que j'ai pris. Normalement, la nef était censée faire la transition des examens, des protocoles. Mais bon, et le père, il était censé m'envoyer le protocole et me prévenir des trucs, mais non, c'est l'hôpital lui-même qui m'envoyait. Voilà. Et donc, avec les papiers de consultation, je dis, bon, ça va me permettre de voir le service où est ma fille et je vais les appeler pour savoir à quelle heure elle rentre. Écoutez, j'appelle l'hôpital, il était 17h30 et eux-mêmes, hôpital, ils me disent, madame, on vous attend parce que votre fille fait son entrée, sa rentrée pré-hospitalisation. J'ai dit, quoi? Voilà la nouvelle. C'est l'hôpital qui m'informe que ma fille doit se faire opérer et qu'elle rentre le dimanche à 18h à l'hôpital pour préparer son hospitalisation, son opération de sa cheville. Et gars, je ne sais pas si c'est comme ça se passe, mais voici à quel stade j'en suis. Et ça, c'est l'hôpital qui me prévient. Et là, en ce moment-là, ce père blanc comme de la neige, on me l'a dit au tribunal que c'est un homme blanc comme de la neige. La juge doit se rappeler de ça, que c'est un homme blanc comme de la neige. Donc, cet homme blanc comme de la neige, maintenant, il m'envoie un texto pour me dire, ouais, je suis là, je n'ai pas dit, c'est l'hôpital eux-mêmes qui m'ont dit que ma fille se fait opérer et que je dois, et que eux, ils m'attendent. J'ai dit, mais moi, je ne suis pas au courant de quoi que ce soit et je ne sais même pas qu'elle faisait son hospitalisation aujourd'hui.
Elle dit, bon, madame, on vous attend. Je dis, ok. Eh ben, c'est comme ça que je suis partie et que j'ai su que ma fille faisait son entrée d'hospitalisation pour se faire opérer. J'ai dit, donc, on m'aurait dit qu'elle serait morte. Voilà, j'ai un Dieu qui ne dort pas. Je vous dis vraiment, il faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu parce que c'est lui qui me tient et qui me permet de parler aujourd'hui. Il faut garder la foi et l'espérance en lui. Le plan de Dieu, il est lent, mais je vous rassure que le plan de Dieu est plus que ce qu'on imagine. Vraiment, il est plus que ce qu'on imagine. Il est là et il est fidèle. Vraiment, Dieu est fidèle. Il n'abandonne pas. Et jamais il m'a abandonné depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui où je vous parle. Je vous parle dans le nom de Jésus-Christ parce qu'il ne m'a jamais, jamais, jamais abandonné. Je vous le dis, c'est pas des blagues. Je le vis. Il ne m'a jamais abandonné. Il parle avec moi. Je suis là. Je suis là. Je sais même pas. Il me tient pas mes cheveux. Il me tient pas mes pieds. C'est lui qui me guide là. Je vous rassure que je vous raconte pas des conneries. C'est vraiment de la réalité que je vous parle. Et je vous parle pour vous témoigner de ce que je vis et de ma foi. Vraiment de ma foi. Et qu'il ne faut jamais baisser les bras que Dieu existe. Il existe. Il existe. Dans les épreuves, il existe. Dans notre vie quotidienne, il existe. Vraiment. Et donc, je suis allée à l'hôpital. Après, les médecins ont constaté les choses. Ma fille, elle va à l'école. Il s'assoit pour dire, il gère. Écoutez, ma fille devait aller à l'école. Et vu que je vois que c'est sa cheville, le médecin dit, bon, elle peut aller dans 1 ou 2 semaines, rentrer en cours, tout ça. J'ai dit, ok. Mais là, il faut... elle aille à l'école avec son sac au dos, elle a sa guitare. Je dis, ben, ça va faire un peu trop pour elle avec son pied emboîté. J'ai dit, ça va faire un peu trop pour elle. Donc, j'aimerais savoir un peu comment ça se passe. Donc, j'envoie un texto au père et il me dit, organisation familiale. Eh bien, écoutez, donc moi, je suis quoi pour ma fille là? L'organisation familiale, c'est moi et ma fille. Et lui, le père, non, c'est sa copine qui est la famille. Donc, c'est l'organisation familiale. Donc, vous voyez, je dis, ok, mais c'est hallucinant, c'est moi qui ai fait ma fille. Donc, en partant de là, comme je devais prendre une décision par rapport à ma fille, parce que je ne pouvais pas la laisser dans cet état avec son sac au dos et la guitare, aller à l'école toute seule avec son pied et la béquille, je dis, écoutez médecin, faites une prescription d'un fauteuil roulant, parce que moi, je ne permets pas que ma fille aille à l'école toute seule déjà avec un sac au dos et une guitare. C'est pas possible. Donc, le médecin a fait une prescription médicale d'un siège roulant. Donc, après, moi, j'appelle la nef pour leur expliquer ce qui se passe. Et il dit, Madame Rimer, vous avez bien fait de prendre les devants, que c'est bien, ça va permettre de faire rentrer les choses. Donc, moi, je vais, une semaine après, il y avait l'audience. 1 ou 2 semaines ou 1 mois, je ne sais plus, mais il y avait l'audience après. Et donc, moi, je vais à l'audience. J'ai écrit au juge pour expliquer. Et je vais à l'audience. Je ne sais même plus si j'ai écrit, je ne sais plus. Mais je vais à l'audience. Comme j'avais déjà dit à la nef, mais je pense que la nef a dû prévenir le juge parce que le juge était déjà au courant. Le juge des enfants, il était déjà au courant de ça. Et donc, à la base, je voyais pas ma fille, je voyais ma fille 4 heures médiatisée, 4 heures, je vous dis, 4 heures médiatisées un samedi, une fois par quinzaine, 4 heures médiatisées pendant 2 ans, je suis restée à voir ma fille, 4 heures médiatisées pendant 4 heures, comme un criminel pour ma fille, et jamais mes droits ont été changés une seule fois, je vous le dis. Et donc, c'est à partir de là, quand j'ai parlé, que le juge des enfants a modifié mes droits et elle m'a dit, ben voilà, maintenant, vous allez voir votre fille à partir de décembre, vous allez voir votre fille un week-end sur 2, du vendredi à dimanche soir, voilà. Et c'est comme ça jusqu'à ce jour, je prends. Et donc, comme j'avais fait la demande JAF, j'ai dit, ok, on va à la JAF. Et donc, j'ai fait la demande JAF parce que tout ce que j'ai proposé à ce type, il n'a jamais accepté. Et on dit, c'est moi qui ne veux pas. Moi, j'ai proposé la médiation. J'ai proposé qu'on parle.
Non, et on dit c'est moi qui refuse la communication avec lui. Donc, moi on arrive devant la JAF, j'avais Maître Abilès. Je vous dis Maître Abilès parce que elle est aussi dans tout ce tas. Elle a sa part dedans. C'est pour ça que je vous dis son nom. Et je n'ai pas peur d'elle. Et je n'ai pas peur de, s'il y a une suite ou pas, je n'ai pas peur de dire son nom. Voilà. Elle est connue par beaucoup de parents qui ont subi ce que vous voyez. Elle est connue par beaucoup de parents. Pour ça, oui, je vous le dis. Donc, je vais voir. Elle me dit oui, on va garder, on maintient l'audience, on maintient. Je lui ai dit, ben écoutez, s'il faut faire un report, on reporte. Non, 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 on maintient l'audience. C'est parce qu'ils savaient ce qui allait, la décision qu'ils avaient prise entre eux là-bas. Moi, écoutez, j'arrive à la maison. La seule chose, après, plus tard, des mois plus tard, je reçois un, déjà l'autorité l'autorité JAF qui me dit, le jugement JAF qui dit, oui, vous voyez vos enfants, mais on vous arrache l'autorité parentale. Voilà, parce que je fais conflit au père. Ça, c'est pour la grande fille. Voilà, vous avez l'histoire de la grande fille. Moi, je fais conflit au père et donc, on m'arrache l'autorité parentale. On est en France. Je suis en très bonne santé, j'ai un boulot, je travaille, je m'occupe de mes enfants. Et on dit qu'on m'arrache mon autorité parentale. Pour qu'on arrache l'autorité parentale à une mère, il faut qu'elle soit vraiment psychologiquement dans un état très, très abusé, pour vraiment dans un état qui ne lui permet pas d'avoir ses enfants. Moi, je travaille, j'ai une maison, je peux recevoir mes enfants, j'ai un salon, voilà, et on m'a prise mon autorité parentale. Soit moi je fais conflit au père et c'est marqué dedans. On me prend pour quelqu'un qui connaît rien de la loi et qui est bête. Donc on continue le jeu de la bête. Ça c'est pour ma grande fille. Maintenant, je reviens sur les deux autres enfants, les deux petits. Les deux petits, donc le dossier a été remis à un autre juge. Et ces juges, elle constate qu'au fait, il y a eu, certes, mon fils qui était arraché au sein maternel, mais dans le couple, il y a eu des histoires. Il y a eu des appels des services sociaux, tout ça. Elle dit, bon, elle aimerait bien comprendre dans l'histoire et donc du coup, elle va garder un peu les enfants, voici comme elle m'a dit, pour bien connaître un peu l'histoire. Parce qu'il faut bien la décortiquer. Il dit, ok, bon, voici ce qu'on m'avait dit. Ok, et c'est comme ça. Il y a eu la visite des grands-parents. Et à chaque visite, apparemment, ma fille, elle avait des régressions contre son grand-père. Donc, ça a été vu une fois, deux fois et trois fois en mallette. Madame Rimet, votre enfant a des régressions pendant la visite des grands-parents. Est-ce que vous êtes au courant de quelque chose? Je dis, ben, moi, je sais rien, moi, parce que moi, c'est des personnes, j'ai eu confiance en eux, ben, j'ai confiance en eux. À chaque fois qu'ils viennent, ils veulent on les laisse Maëlys. Moi, je vais travailler. Maëlys est là à la crèche. Il veut qu'on laisse Maëlys. Donc, moi, je ne vois pas l'inconvénient qu'ils voient leur petite-fille quand ils sont là. Je dis, ben, donc voilà, j'avais très confiance en eux, je les laissais Maëlys et le père qui dit ouais aujourd'hui on n'emmène pas Maëlys à la crèche, on va la garder, mes parents sont là, je dis ben ok, il n'y a pas de souci, faut prévenir la crèche, il n'y a aucun souci. Donc voyez moi c'est vraiment, je suis quelqu'un, tant que je ne vois pas de soupçons, ben voilà. Mais au jour d'aujourd'hui c'est plus ça. J'ai plus confiance en quelqu'un, plus vraiment confiance en quelqu'un, ma confiance est que en Jésus-Christ. Vraiment, vraiment je vous le dis. Et donc, pendant le placement, il constate avec les régressions qu'il y a eu un attouchement sur ma fille. Maëlys, elle avait 2 ans à l'époque. Et donc, ils ont pris Maëlys de côté, ils lui ont demandé, Maëlys, qu'est-ce qu'elle a? Elle dit, papy, bobo cucu. Ah, ils ont soupçonné qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et donc, il y a eu une audience.
Et ils ont suspendu la visite des grands-parents. J'ai dit, moi, s'il y a quelque chose, j'aimerais savoir ce qui se passe. Et donc, il y a eu la visite, la suspension des grands-parents. On dit, Madame Rimer, écoutez, la même parole. Elle a redit à la famille d'accueil, elle nous a redit au CDF. Bon, le père, il nie que son père est très innocent, qu'il avait pris le sopalin pour taper ses fesses. Il a protégé son père, que son père est innocent, que c'est l'âge ou quoi qui raconte.